Et cette fois-ci, c'est bon. Voilà, donc merci Xavier. Bonsoir à tous et donc bienvenue pour ce premier webinaire donc, qui va s'intéresser effectivement à la théorie du calorique. Une théorie, comme on vient de rappeler, qui est peu connue, voire méconnue des enseignants. Et le but de cette présentation, c'est de voir effectivement si ce modèle historique peut être utile à l'enseignement des sciences. Et en fait, je vais essayer de répondre à 3 questions dans cette présentation. Cette théorie, est-ce qu'elle fut intéressante, importante pour Lavoisier? Cette théorie a-t-elle joué un rôle finalement dans l'histoire des sciences parmi les théories scientifiques? Est-ce qu'elle a eu une place ou est-ce qu'elle est passée totalement inaperçue dans le panorama donc, des théories scientifiques du 19e siècle? Et puis finalement, quelle que soit la réponse à ces 2 questions, est-ce que la théorie du calorique a quand même quelque chose à apporter aux enseignants? Est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser, nous, dans nos pratiques en tant que professeurs donc, de collège et de lycée? Voilà. Alors, en fait, pour commencer à situer clairement la situation et ce qui se passe dans le monde de la chimie quand arrive Lavoisier, eh bien, en fait, donc, il existe déjà une théorie de la combustion. Cette théorie de la combustion met en avant et en évidence une matière du feu, un principe du feu qui s'appelle le phlogistique. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à expliquer ce qui se passe lorsqu'un corps brûle. Donc, en fait, le phlogistique est associé à un métal. Et au cours de la combustion, ce phlogistique se sépare de ce métal. On peut en voir ses manifestations sous la forme de lumière et de chaleur. Et c'est à cause de cette perte de phlogistique que le métal devient une chose. C'est donc une théorie soustractive de l'explication de la combustion. Alors pour Lavoisier, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable parce qu'à partir de 1772, il va commencer ses expériences justement sur la combustion et lui, ce qu'il constate, c'est l'inverse. Il va constater que lorsqu'il prend un corps combustible, également un métal, et qu'il réalise une réaction de combustion, ce qu'il observe, lui, c'est un accroissement de la masse. Donc, il pense plutôt à une théorie additive de la combustion et par rapport à ça, il va avoir une idée en tête qui va conduire une partie de ses travaux, c'est que la matière doit se conserver et donc à travers elle, la masse doit se conserver autour d'une réaction de combustion. Ce qui fait que l'ensemble des différents travaux de Lavoisier vont pouvoir donner une idée, en fait, des idées qu'il va développer. Alors les historiens se sont occupés de faire un résumé assez intéressant de ce qu'on appelle à son époque la nouvelle doctrine chimique, puisque la doctrine de Stahl, c'est le mot qu'on utilise à l'époque, fait référence au phlogistique. Et en fait, il va y avoir tout un certain nombre de points, de résultats d'expérience qu'il va falloir considérer comme étant acceptables à admettre si l'on veut finalement suivre la révolution chimique de Lavoisier. Et donc, à son époque, on parlerait plutôt de la doctrine lavoisienne. Alors, quels sont ces différents points? Que l'air intervient bien évidemment dans la réaction de combustion, que l'air est composé d'oxygène et d'azote. Autre résultat mis en avant par Lavoisier, que l'oxygène est à la base d'une théorie acide de la combustion, et puis que dans toutes les combustions, il y a forcément à la fin combinaison d'éléments, voire combinaison avec l'oxygène. Donc c'est ce qu'il montre notamment lorsqu'il va s'intéresser à la combustion qui permet de fabriquer l'eau, et voir la composition même de l'eau. Elle ne contient que de l'oxygène et de l'hydrogène, et qu'il n'y a pas ce fameux élément issu de la doctrine de Stahl, ce fameux phlogistique. Parmi les autres idées qu'il va falloir accepter, c'est que véritablement, il va falloir se déparer de ce qui étaient les noms des éléments chimiques en fonction de leur provenance, nature animale, nature végétale, lieu géographique. Donc, accepter la nouvelle nomenclature chimique. Et puis Lavoisier va développer tout un arsenal de matériel de laboratoire assez conséquent et important, du matériel assez coûteux, puisqu'on en a quelques exemples, comme ici, l'un des gazomètres qui représente l'une des appareils d'expérience qui a été utilisé notamment dans la synthèse de l'eau. Pour peser les gaz, il faut des choses assez précises et assez coûteuses pour pouvoir montrer également la conservation de la masse. Alors forcément, Lavoisier, qui développe sa théorie de la combustion, se retrouve coincé par le phlogistique. Ce phlogistique présente un problème et il va être amené, s'il veut pouvoir convaincre que les réactions de combustion sont bien des réactions de combinaison et donc d'addition et non pas de perte, qu'il y a quelque chose qui se combine. Donc, la théorie du phlogistique va devoir être évincée par Lavoisier, il va falloir qu'il la remplace par quelque chose d'autre. Et c'est là qu'intervient la théorie du calorique. Alors, ce calorique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une matière qui a été finalement créée par Lavoisier à la suite des travaux que Lavoisier a menés avec Laplace à partir de 1783 pour essayer de comprendre comment on peut expliquer le comportement de la chaleur dans les réactions de combustion. En fait, Lavoisier et Laplace, tout comme les physiciens qui étudient la physique de Stahl, ont bien compris que des émanations, des manifestations de la combustion sont la production de chaleur et la production de lumière. Lavoisier et Laplace ne se sentent pas de s'intéresser à la lumière, c'est trop compliqué pour eux, donc ils vont regarder ce qu'on peut faire du côté de la chaleur. Donc Laplace, lui, a une approche qui va être plutôt celle que la chaleur est sous la forme d'un fluide,
donc qui peut passer d'une espèce à l'autre. Et puis Lavoisier a plutôt l'idée de quelque chose qui soit particulière. Donc il va imaginer ce fameux calorique, donc qui va naître dans sa théorie, comme étant un élément qui va pouvoir permettre d'expliquer les transformations chimiques. Alors, de quelle manière? Tout simplement, un composé qui aura plus de calorique qu'un autre, si on les met en contact, forcément, le calorique va passer du composé qui en a le plus à celui qui en a le moins. Donc, il y aura un transfert de calorique, tout comme on parlait avant de transfert de chaleur. Mais Lavoisier peut aller plus loin. Grâce à cette théorie, les particules de calorique vont pouvoir rentrer dans les interstices de la matière, là où il n'y a rien, et expliquer que plus un corps va être constitué donc, de sa matière à lui et de calorique, il va pouvoir prendre de plus en plus de place. Il va y avoir un effet de dilatation, jusqu'à un certain point même qui permet d'expliquer ce que sont les changements d'état de la matière. Plus un corps va contenir de calorique, plus on va pouvoir comprendre qu'il se dilate et qu'à un moment donné, il passe de l'état solide à l'état liquide et de l'état liquide à l'état gazeux. Alors, Lavoisier veut aussi faire la même chose qu'avec le reste de ses expériences. Il veut mesurer ce calorique. Donc, il va avoir besoin d'un instrument de mesure. En 1783, l'appareil qui est élaboré avec Laplace, c'est la machine à glace. Alors, vous en avez une illustration ici sur la droite. Cet appareil va s'appeler plus tard calorimètre. On en a encore un exemplaire au Conservatoire des Arts et Métiers. C'est un appareil à triple enveloppe. Donc, dans la partie centrale, on va mettre les substances que l'on veut étudier au niveau des échanges de caloriques qu'elles peuvent faire. Dans l'enveloppe secondaire qui se trouve autour, on va rajouter de la glace, une quantité de glace précisément et finement pesée, qui est censée fondre sous l'effet des échanges de caloriques qui vont avoir lieu dans la première enveloppe. Et justement, pour éviter que ce calorique ne puisse pas être précisément mesuré par un effet parasite extérieur, c'est-à-dire que la glace du milieu fonde à cause de la chaleur, dans la troisième enveloppe, on rajoute aussi de la glace qui permet d'isoler le système. On place un thermomètre qui va permettre de suivre les évolutions de température à l'intérieur du milieu central, et puis on va peser la glace fondante en dessous du calorimètre. Et grâce à ça, Lavoisier va être en mesure de pouvoir calculer des équivalents en masse de glace fondante des échanges de cette quantité de calorique. Alors, c'est le début de la controverse, parce qu'en fait, on va reprocher à Lavoisier d'avoir voulu évincer le phlogistique, une substance qu'on n'arrivait pas à peser, une substance qu'on n'arrivait pas à déceler. Il le remplace par quoi? Par une substance qui pose les mêmes problèmes. Le calorique, en lui-même, directement, n'est pas mesurable. Et on lui trouve un équivalent sous forme de glace fondante. Donc, les détracteurs et les opposants à Lavoisier vont lui reprocher dans ses théories, finalement, d'avoir ici essayé d'évincer le phlogistique par tous les moyens. Alors, c'est une question qu'on peut se poser, effectivement. Est-ce que le calorique fait partie des éléments de propagande? C'est un peu comme ça qu'on présentait une partie des expériences de Lavoisier à l'époque, hein, fabriquées pour convaincre. Est-ce que, du coup, ce calorique a servi juste à ça, à évincer le phlogistique de la chimie, ou alors est-ce qu'il avait une place plus importante dans le travail de Lavoisier? Alors, on peut répondre à cette question en regardant justement la progression du travail de Lavoisier et les différents mémoires qu'il a réussi à produire. Donc, on voit bien qu'au départ, vers 1772-1774, c'est bien la calcination, la combustion qui l'intéresse. Puis à partir du mémoire sur la chaleur, donc, édité en 1784, se fait effectivement cette réflexion comme quoi Lavoisier comprend que le phlogistique, on peut expliquer les phénomènes de combustion sans lui. Donc, à partir de 1786, il va prendre position en écrivant clairement que le phlogistique, on peut s'en passer. Et c'est là que va naître finalement chez lui de plus en plus l'idée que le calorique doit faire son apparition. Alors, on va le voir dans la méthode de nomenclature chimique, qui est cet ouvrage collectif qu'il a fait notamment avec Guiton de Morveau, et on va séparer les deux termes. C'est-à-dire que pour l'effet sensitif des manifestations de la chaleur, on va garder le mot chaleur. Par contre, pour la particule, l'élément, le principe qui permet de définir ce qui se passe d'un point de vue physique, on va nommer cet élément calorique. Et puis un peu plus tard, en 1789, tout le début du traité élémentaire de chimie commence par le calorique. Et l'appareil, du coup, qui va être renommé, qui permet de mesurer ce calorique ou ces échanges, va devenir le calorimètre. Alors, les mémoires qui suivent vont effectivement parler de la théorie du calorique. J'en ai cité un ici, par exemple, le premier mémoire sur la respiration des animaux, mais il y en a plusieurs. En 1792, d'ailleurs, Lavoisier est dans une phase de réécriture, donc notamment du traité élémentaire de chimie, dont la forme ne lui convient pas, et puis également une réorganisation de son travail. Ce travail va être interrompu à la fin de l'année 1793, puisqu'il va être arrêté, et puis définitivement le 8 mai 1794 avec son exécution. Alors, c'est Madame Lavoisier, exécutrice testamentaire du testament scientifique de Lavoisier, qui va reprendre les choses en main et qui va poursuivre en fait les idées de son mari sur cette organisation de ces fameux mémoires. Alors, au départ, il devait y avoir 8 tomes.
dans lesquels on devait retrouver les mémoires de Lavoisier et de ses collaborateurs, réorganisées selon un ordre qu'il avait décidé de faire. Elle va réussir à en produire que 2 en 1805, et le premier mémoire, donc de ces mémoires de chimie, contient 15 mémoires. Tous ces mémoires sont sur le calorique. Et d'ailleurs, ils forment une première partie. Donc vous avez ici la première page qui s'appelle « Vue générale sur le calorique ». Alors effectivement, le calorique était bien devenu une idée centrale, un concept qui intéressait grandement Lavoisier lorsqu'il a dû interrompre ses travaux scientifiques. Alors on peut se poser la question de repartir sur les opposants à Lavoisier, ses détracteurs notamment, qui ont quand même reproché à cette théorie du calorique et puis à une partie des travaux de Lavoisier d'être finalement supportés par lui et ses collaborateurs dans un environnement particulier, c'est-à-dire bénéficier finalement de l'importance de Lavoisier à l'Académie des sciences, son rôle influent, et l'importance politique de Lavoisier à l'époque en tant que fermier général, c'est-à-dire grand collecteur d'impôts et proche des plus hauts personnages du gouvernement, puisqu'il avait des relations avec le ministre de la Guerre, le ministre des Finances notamment. Il était connu du roi, puisqu'il a été question carrément de lui proposer un ministère en 1792. Donc, en fait, le calorique, finalement, s'est retrouvé imposé par Lavoisier, ou alors est-ce qu'il a été reconnu à sa juste valeur dans les travaux scientifiques après la disparition de Lavoisier? Alors, pour répondre à cette question, j'ai choisi 2 dates. La disparition de Lavoisier, 1794, et puis j'ai essayé de regarder ce qui se passait jusqu'en 1843 en France, date, on va dire, artificielle de la naissance de la thermodynamique, puisque c'est là où va être publié le premier mémoire de Joule qui va permettre véritablement de commencer à se poser des questions sur la nature de la chaleur sous une forme autre que celle qu'on imaginait à l'époque. Alors, où se trouve dans cette période le calorique? Eh bien, en fait, il se trouve quasiment partout. En fait, on va se rendre compte que le calorique est enseigné, alors notamment à l'école normale de l'an 3, donc début 1795. C'est l'école qui va former les professeurs des écoles secondaires de l'enseignement français. Donc, ces écoles s'appellent l'école centrale. Et donc, que ce soit dans les cours de physique de l'abbé Aoi ou que ce soit dans les cours de chimie de Berthollet, le calorique est présent. Le calorique est enseigné et le calorique intervient dans quasiment les 3/4 minimum des leçons qui sont données. Il intervient même dans l'une des leçons du cours de Daubenton sur l'histoire naturelle. On va le retrouver ensuite au programme des lycées impériaux, donc entre 1803 et 1815. D'ailleurs, à cette époque, on crée des ouvrages spécifiques pour aider les professeurs à enseigner. Donc, il y a un ouvrage de chimie qui est fabriqué, conçu par Pierre-Auguste Hadet, collaborateur de Lavoisier et qui était un peu le rédacteur en chef des Annales de chimie. C'est pour la physique Aoi qui intervient de nouveau. Il reprend d'ailleurs son cours de l'école normale de l'an 3 pour faire le livre. Donc, place importante au calorique. Les collèges royaux qui suivent, à partir de 1815, vont également voir le calorique être enseigné en physique et en chimie jusqu'aux années 1820-1830. Ensuite, c'est le mot chaleur qui va apparaître de manière un peu plus générale. À l'école polytechnique et à l'école des mines, dans les enseignements qui vont être faits, alors soit en physique, soit en cristallographie, et aussi en chimie dans le cours de Gay-Lussac, on va croiser la théorie du calorique. Et puis en 1809, c'est la réforme de l'université, menée par Fourcroy dans le Premier Empire. La faculté des sciences de Paris qui naît, les cours de physique et les cours de chimie sont également un endroit où on va pouvoir retrouver la théorie du calorique. Il y a d'autres institutions qui donnent des cours également à Paris, le Collège de France et le Muséum d'histoire naturelle, et bien eux aussi utilisent cette théorie du calorique. Donc, dans l'enseignement, qu'en est-il justement de la partie scientifique? Alors, je me suis intéressé pour répondre à cette question aux Annales de chimie, un ouvrage scientifique parmi d'autres qui est utilisé comme moyen de diffusion à l'époque. Voilà, donc histoire de me faire une petite idée, j'ai regardé quelles étaient les occurrences aux mots phlogistique, calorique et chaleur dans ces différentes publications entre 1789 et 1843. Alors ici, l'idée, c'est juste de remarquer quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on voit que ces théories, en fait, sur la chaleur, sur le phlogistique et sur le calorique, sont utilisées en même temps. Un petit défaut que l'on a finalement, malheureusement, en histoire des sciences, lorsqu'on en fait au lycée, au collège, parce qu'on n'a pas le temps, c'est qu'on va poser des jalons, c'est-à-dire qu'on va mettre une date, une théorie, une autre date, une autre théorie, avec éventuellement l'idée que les théories se succèdent et que lorsqu'une nouvelle théorie apparaît, la précédente disparaît. On sait que ce n'est pas ça. Il est assez facile d'arriver à savoir quand une théorie naît. Il est plus difficile de savoir quand une théorie disparaît. Donc ici, l'idée de ces graphiques, c'est de montrer qu'effectivement, les théories vont être finalement utilisées en même temps par l'ensemble des acteurs scientifiques et qu'on va pouvoir définir qu'une théorie est admise majoritairement lorsqu'elle est utilisée par l'ensemble de la communauté scientifique. Alors, est-ce que c'est le cas de la théorie du calorique?
Est-ce qu'elle ne fut qu'une théorie franco-française ou alors est-ce qu'elle a eu un rayonnement international? Eh bien, il s'avère que oui, pendant les 40 premières années du 19e siècle, la plupart des grands scientifiques d'envergure internationale utilisent la théorie du calorique. Alors, dans cette petite liste, par exemple, on va déjà retrouver de grands chimistes comme Berzelius, comme Mitscherlich, comme Liebig ou comme Wöhler. Mais pas seulement, on va avoir des physiciens. Dalton, dans son livre justement sur les atomes, va utiliser la théorie du calorique. Mais on a aussi Avogadro, dans son mémoire qui sera publié en France en 1811 sur la loi d'Avogadro-Ampère. On a également Fresnel, dans son premier mémoire sur la réfraction qu'il va soumettre à l'Académie des sciences. Et puis il y a Ørsted aussi, dans son mémoire sur les conflits électriques qui font le lien entre l'électricité et le magnétisme. Et on trouve aussi des précurseurs, voire ceux qu'on considère comme des membres fondateurs, en quelque sorte de la thermodynamique. Carnot et Clapeyron utilisent également la théorie du calorique. Alors, effectivement, cette théorie a bien eu une ampleur internationale, importante pour Lavoisier, importante pour l'enseignement scientifique en France, importante pendant au moins la première moitié du 19e siècle. Ce sont des arguments assez intéressants pour essayer de convaincre finalement les enseignants à aller s'intéresser d'un peu plus près à cette théorie du calorique. Alors justement, est-ce qu'on peut le faire? Que nous disent les programmes et quel est le rôle de l'enseignant par rapport à ceci? Quelques extraits que j'ai rassemblés ici nous disent qu'effectivement, l'enseignant est appelé à retracer le cheminement effectif de la construction du savoir au cours de l'histoire des sciences, tout en rappelant le rôle prépondérant joué par tel ou tel chercheur. Alors, on n'utilise pas le mot forcément scientifique ou savant, et l'occasion de montrer que l'histoire du savoir scientifique est une aventure humaine, avec des controverses, on en a déjà un petit peu parlé, qui agitent la communauté scientifique. Donc, des pistes intéressantes par rapport auxquelles il sera intéressant de voir si le calorique peut prendre une place dans les théories que pourrait évoquer un enseignant, un professeur donc, de collège ou de lycée, par rapport justement au programme. Alors, première chose, il est intéressant de rappeler que le calorique est une théorie imparfaite. D'ailleurs, c'est ce qu'on lui a longtemps reproché. Mais ce n'est pas le seul modèle imparfait que l'on va croiser en histoire des sciences, et notamment qu'un élève de collège et de lycée va croiser au cours de sa scolarité. Des modèles imparfaits, il y en a plusieurs. Les plus célèbres vont être ceux de l'atome. On va également avoir celui de la classification périodique. Alors, ce qui est intéressant de souligner parmi les classifications, et ici de relever juste sur celle de Mendeleïev, c'est que bien évidemment, la classification de Mendeleïev ne s'est pas faite d'un seul bloc, d'un seul tenant. Elle n'est pas apparue parfaite en 1869. Il y est revenu plusieurs fois jusqu'au début du XXe siècle, 1900-1910. Et puis, il y a un lien ici intéressant avec la démarche scientifique et notamment avec les fameuses compétences de cette démarche scientifique. On peut relever aussi qu'au collège, en 4e, 3e, on étudie les réactions de combustion. Et donc, on fait le lien directement avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que Lavoisier et Laplace ont aussi regardé quelles étaient les manifestations des réactions de combustion, la chaleur et la lumière. Donc, modèle de l'atome, modèle de classification périodique, modèle de chaleur, on pourra réévoquer donc, le modèle de fluide et le modèle de particules, et puis modèle de la lumière. Et ça nous intéresse particulièrement parce que la lumière, justement, sous deux formes, est étudiée un peu plus tard dans les programmes. Et une théorie duale de la lumière, c'est assez parfois déroutant pour les élèves. Donc, s'ils avaient vu au préalable une théorie précédente, comme cette théorie de la chaleur, qui puisse être elle aussi présentée comme une théorie duale, eh bien, ça pourrait avoir un intérêt pour que ce soit pour eux moins déconcertant. Alors, c'est intéressant d'aller utiliser le mémoire donc de la chaleur que l'on peut trouver assez facilement parce qu'il représente finalement l'état de la science au moment où Lavoisier et Laplace l'utilisent. Les physiciens sont partagés sur la nature de la chaleur. Plusieurs d'entre eux la regardent comme un fluide. D'autres physiciens pensent que la chaleur n'est que le résultat des mouvements insensibles des molécules de la matière. Donc, les étudiants, les élèves qui auraient déjà vu une première théorie duale seraient peut-être un peu moins déconcertés d'en voir une autre apparaître un peu plus tard dans leur programme. Et puis, c'est aussi l'occasion de parler effectivement de controverses. Alors, sur cette théorie de la lumière, il y a aussi une chose très intéressante à rappeler, c'est que Lavoisier et Laplace font preuve de pragmatisme. Et c'est ce qu'ils racontent dans le mémoire. Dans l'ignorance où nous sommes sur la nature de la chaleur, il ne nous reste qu'à bien observer ses effets. Parmi ces effets, il faut en choisir un facile à mesurer, qui soit proportionnel à sa cause. Cet effet représentera la chaleur. Lavoisier et Laplace n'ont pas les moyens de décider si la partie des physiciens qui pensent que la lumière est un fluide, la chaleur est un fluide de raison, ou si ce sont ceux qui pensent que c'est une particule. Ça ne les empêche pas de faire des mesures. Donc là, il y a aussi quelque chose de très intéressant à mettre en rapport avec les programmes, puisque au collège, l'accent est porté sur la démarche scientifique et au lycée, l'accent est porté sur la démarche de modélisation.
Et donc, montrer que dans le mémoire de Lavoisier et de Laplace, il y a déjà l'idée qu'on pourrait créer une loi artificielle ou un modèle mathématique qui relierait deux grandeurs, par exemple la température à une quantité de matière ou une quantité de chaleur à une masse, avec une loi de proportionnalité, avec une constante qui pourrait être plus ou moins mystérieuse. C'est tout à fait en lien avec des choses qu'on a déjà croisées ou qu'on va croiser. Quand on évoque la loi de Boyle-Mariotte et qu'on écrit que PV égale constante, et qu'ensuite on dit que PV égale constante à température constante, eh bien on montre deux choses intéressantes. Que dans cette constante, finalement, il y a une variable ou plusieurs variables cachées. Et puis aussi que lorsqu'on fait de la modélisation, il y a des paramètres sensibles à l'expérience. Tant que ces paramètres sensibles varient en dessous du bruit de fond donc des expériences, eh bien justement, on ne les voit pas. Et il devient révélateur de modifier les conditions de l'expérience pour arriver à les détecter. Donc, des lois qui ont été modifiées ou additionnées, comme la loi de Boyle-Mariotte, la loi d'Avogadro-Ampère, la loi de Gay-Lussac, qui sont toutes des lois qui représentent finalement des prototypes de la loi des gaz parfaits. C'est intéressant de montrer qu'on a aussi eu ça sur la chaleur. Et puis, on peut faire le lien aussi avec les programmes, puisque étudier des causes à effet représentant des variations de chaleur en fonction de la température, ça peut faire un lien avec les transformations endo- ou exothermiques qui se trouvent évoquées en seconde. Un peu plus tard dans les programmes, donc première et terminale, il faut qu'on aborde là aussi des choses qui ne sont pas forcément évidentes, que sont l'énergie, la chaleur, ainsi que le premier principe de la thermodynamique. Là aussi, il y a des choses intéressantes dans le mémoire de Lavoisier et de Laplace. Dans l'hypothèse que nous examinons, la chaleur est la force vive qui résulte des mouvements des molécules d'un corps. Elle est la somme des produits de la masse de chaque molécule par le carré de sa vitesse. Alors là, c'est intéressant de voir que dès 1780, les chimistes et les physiciens ont une expression prototypique de ce qu'est l'énergie cinétique, voire l'énergie cinétique associée à l'agitation thermique. Donc, un premier pas vers l'idée de comprendre ce qu'est l'énergie, même si on ne peut pas encore citer le mot. Et puis, la conservation aussi est déjà quelque chose de bien ancré. On voit ça dans cette deuxième citation. Pour développer cette hypothèse, nous ferons observer que dans tous les mouvements dans lesquels il n'y a point de changement brusque, et le mot brusque est intéressant, il existe une loi générale que les géomètres ont désignée sous le nom de principe de conservation des forces vives. Essayer de faire comprendre ce qu'est l'énergie interne, ce n'est pas forcément évident, que celle-ci puisse d'ailleurs être la même, mais que ces variations puissent correspondre à des variations donc, de chaleur ou de travail en fonction des différents équilibres qu'il peut y avoir à l'intérieur du milieu, ce n'est pas forcément évident. Le mot brusque ici est intéressant parce que ça veut dire que le système est censé se conserver à moins qu'on lui impose des variations, alors oserais-je dire irréversibles, et c'est peut-être un peu le mot qui se cache derrière ce brusque. En tout cas, on voit qu'il y a déjà des idées dès le début de ce mémoire, donc dès 1783, chez Lavoisier et Laplace. Et puis cette conservation des forces vives, conservation de l'énergie, on comprend ensuite pourquoi Lavoisier va tenter de la retrouver dans la conservation de la matière. Donc un lien avec un moyen d'éclairer ces concepts un peu difficiles que l'on va pouvoir croiser en première et en terminale. Et puis enfin, il y a aussi la possibilité de faire une ouverture vers le supérieur, voire encore vers certains passages du programme de terminale, puisque en utilisant le traité élémentaire de chimie, on peut également retrouver cette phrase extrêmement intéressante. Les molécules de tous les corps de la nature sont dans un état d'équilibre entre l'attraction, alors le mot qui représente les attractions ou les forces d'attraction à l'époque de Lavoisier, c'est ce qu'on appelle l'affinité chimique, pas le même sens que celui qu'on connaît, qui tend à les rapprocher et les réunir, et les efforts du calorique qui tend à les écarter. Alors là, c'est intéressant parce que je propose par exemple un petit exercice de mise en relation entre les connaissances du XXIe siècle des élèves, des étudiants, et puis ces intuitions, ces observations qui viennent directement du XVIIIe siècle pour pouvoir réinvestir les connaissances connues par les étudiants et faire ce lien. Et ce lien peut être intéressant. Alors, il ne s'agit pas de faire des liens anachroniques, mais montrer qu'ils ont parmi leurs connaissances des exemples d'interactions intermoléculaires, comme les interactions de Debye, de London, de Kissom. Ils connaissent aussi des forces dispersives. Ils peuvent très bien penser à des forces de répulsion électrostatiques, mais l'agitation thermique. Et puis voir qu'on a eu ces idées relativement tôt, mais qu'on n'avait pas le matériel, on n'avait pas les théories, on n'avait pas la technologie qui permettait de pouvoir valider ces différentes intuitions avant le début du XXe siècle. Et ça fait un lien assez intéressant entre les textes historiques, cette théorie du calorique, les programmes, et puis l'idée qu'il va y avoir une évolution dans les concepts. Voilà, donc en conclusion, le calorique est-il un objet utile et digne d'intérêt en histoire des sciences pour l'enseignement?
J'espère avoir montré que oui, il est à mon sens d'une richesse qui permet, avec le reste des travaux de Lavoisier, de pouvoir tisser un fil rouge depuis le collège jusqu'à la terminale, à la fois sur la naissance, l'évolution et l'imperfection des concepts en sciences, et puis également rendant l'évolution, la critique, la controverse acceptable, souhaitable, et permettant de rappeler que la science se nourrit certes de certitude, mais aussi d'audace, d'innovation et de discussions fertiles. Merci de votre attention.